Allô, Andréane, Salut, ça va bien? ça va bien toi aussi? Oui, je vais baisser un peu le son parce que ça m'explose les oreilles. Ok, c'est bon. Pardon. Merci d'être Non, là. c'est correct. Ça fait plaisir. Allô, Sophie? Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, merci. Good. Geneviève, allô? Les gens commencent à arriver tranquillement, là, donc... Excellent. C'est Geneviève qui va présenter. OK. Juste pour dire, fait que c'est pas un secret. C'est juste que ça m'aide à me concentrer. Puis, fait que si jamais, je ne sais pas si on veut la mettre en évidence. Oui, peut-être. C'est-tu correct pour toi, Laurence? Bien sûr. OK, super. Euh, Magnifique. Oui. Je l'ai pas fait. Non? OK. Le secret était juste après. Il l'a pas montré.
restant. Il n'y a pas de restant. Ça va bien? Encore une petite minute, puis on va pouvoir. Je pense qu'on a un horaire assez chargé, là, donc on commencera à l'heure. Pour une fois. Monsieur Vigneux, bonjour. Bonjour. Parfait. Je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurence Ouellette, conseillère en développement pour le CIBL, qui est le Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie. Récemment en charge là, de tout ce qui est l'approvisionnement local pour le marché institutionnel. Donc, on a quelques activités là, qui sont en collaboration avec le Centre Umami qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis, on débute le tout par un webinaire. Donc, c'est vraiment pour, évidemment, on ne réglera pas tous vos problèmes du marché institutionnel en une heure, mais on espère peut-être vous guider. Puis, on va avoir 2 témoignages d'entreprises. Donc, si vous avez des questions, là, je vous inviterai soit à la fin, s'il reste un moment. Sinon, vous pouvez me les écrire dans le chat ou me les faire parvenir par courriel. Puis, ça me fera plaisir là, de trouver réponse à vos questions. J'en profite pour... Je laisse rentrer les gens en même temps, là, je m'excuse. On a un focus groupe entreprise-institution qui s'en vient à la fin février. Puis un focus groupe également avec les distributeurs. Si jamais ça vous intéresse, théoriquement, l'invitation était la même qu'avec le webinaire, mais si jamais vous décidez à la dernière minute que vous souhaitez participer, ça va être avec plaisir qu'on va vous accueillir parmi nous. Puis, je pense qu'on va se lancer. Donc, j'inviterai, on a Sophie Vincent, puis Geneviève Dupont-Garipi du Centre Umami. Ça va être Geneviève qui va présenter aujourd'hui. Donc, Geneviève, je te lance la balle. En fait, c'est Geneviève qui présente son écran et je vais parler. Désolée, il y avait une confusion. Mais non, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est mieux comme ça. Dans chacun de nos rôles, on est mieux. Parfait. Alors, je vous souhaite, merci beaucoup, Laurence, pour l'introduction et merci à vous d'être là et à tous ceux qui pourront le réécouter aussi en rediffusion par la suite. Dans le fond, juste vous dire que je ne prétends pas tout savoir. Je vais juste vous aider à essayer de démystifier ça le plus possible. J'ai l'habitude d'essayer de bien expliquer, d'essayer de faire un portrait global, mais je ne dis pas que je sais tout sur tout. Fait que de certaines de vos questions qui étaient très bonnes, très pointues, et je ne serai pas la ressource pour pouvoir y répondre, mais à la fin, vous verrez, il y a plusieurs ressources qui ont été identifiées, puis ça pourra vous guider. Le but principal, parce que vous avez des questions très diversifiées aussi, c'est plus de voir globalement à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est tout ça. Je vais juste vous dire que dans le fond, moi, ça fait 25 ans que j'œuvre en agroalimentaire, principalement beaucoup avec le détail, mais aussi avec le B2B, d'une entreprise à une autre entreprise, et que le secteur institutionnel, c'est quelque chose sur lequel on œuvre depuis 2 à 3 ans. C'est quelque chose qui est tout aussi complexe et beau à découvrir que ce l'est pour les autres marchés, mais c'est complètement différent aussi de tout le reste. Fait que j'ai essayé de bien vous le décrire pour faire un portrait juste et que vous sachiez un petit peu là, qu'est-ce que ça fait en fait. Alors, commençons sans plus tarder.
juste vous présenter. Fait que je vous ai dit qui je suis, mais je vais aussi vous présenter Syntec. Fait que Syntec, dans le fond, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Fait que je vais vous expliquer la différence avec Syntec et Centre Umami. C'est la même chose, dans le fond, c'est le même centre d'innovation qui est affilié avec le Cégep de Saint-Hyacinthe. Et nous, dans le fond, on a pour mission d'aider les entreprises partout à travers le Québec. L'idée, c'est de vous rendre plus compétiteurs, de vous donner les appuis nécessaires. Fait que ce soit via Syntec, pour tout ce qui est la partie R&D, qui va être aussi assurance qualité et qui va être aussi l'aspect réglementaire, ou via, depuis le mois de mars, le nouveau Centre Umami. Donc, le Centre Umami, c'est quoi? Umami pour humain, fait que l'humain au cœur de nos projets. Umami pour la 5e saveur, celle qui vient rehausser toutes les autres. Puis le petit côté roue des flaveurs pour, dans le fond, ce qui nous unit, le côté sensoriel. On est situé où? On est en bordure de l'autoroute 20, en espérant avoir le plaisir un jour de vous accueillir pour vous faire visiter nos installations. Et c'est vraiment un centre complètement dédié justement aux activités de maillage et de découverte, mais ce n'est pas dans un but local, c'est vraiment dans un but là, pour l'approvisionnement et les projets à grandeur du Québec. Pourquoi? Parce que les grandes multinationales, là, puis là, je vous ai mis des grosses multinationales, ils en ont des centres dédiés comme ça. Fait que l'idée, c'est comment on peut aider nos entreprises d'ici petites, moyennes et grandes à être compétitrices par rapport à cette compétition-là qui vient de l'extérieur. Parce que des fois, on a l'impression que notre compétiteur, c'est le voisin d'à côté, mais votre compétiteur, il vient de plus loin. Puis votre compétiteur, il voit des choses. Fait que l'idée, c'est comment on pouvait offrir un même centre d'innovation et de sensoriel au Québec. C'est comme ça qu'est devenu le Centre Umami. Parce que la statistique est bien plate. C'est 1 produit sur 10 qui connaît vraiment le succès. Il y en a 5 qui ne restent pas plus qu'1 an. C'est très, très peu, ça. Fait qu'on essaie par nos services d'augmenter la statistique. Fait que si on peut la faire augmenter à 2 puis 3, déjà, ce serait déjà une très, très belle progression. C'est pas de ça que vous voulez entendre parler, c'est vraiment du marché institutionnel. Fait que je vous explique un petit peu le projet dans lequel on travaille. Fait que je vous disais, quand ça fait 2-3 ans qu'on travaille principalement là-dessus, dans le fond, c'est via un programme d'accompagnement. On aide 30 entreprises en transformation alimentaire à percer le marché institutionnel public. Puis, percer le bon mot, parce que l'idée, c'est de rentrer, de mettre un premier pas dans ce secteur-là, parce que si on vise la grosse chose, peut-être que ce n'est pas ça qui va se passer dans un premier temps. C'est vraiment quelque chose, et c'est une technique du petit pas. Fait qu'on accompagne, comme vous pouvez le constater, autant de la plus petite, de la moyenne et de la grande entreprise à percer ce marché-là. Et l'idée, c'est à la fois au niveau des catégories de produits puis au niveau des régions, on essaie d'être représentatif d'une cohorte à l'autre. Fait que jusqu'à date, on a eu une première cohorte de 12, puis une deuxième cohorte de 18 entreprises qui est en cours. Vous avez d'ailleurs des entreprises de votre région qui font partie des cohortes. Je vais maintenant vous parler un petit peu, parce que ça faisait partie des choses à voir, des outils qui sont disponibles sur le marché. Ces outils-là sont accessibles à tous, puis l'idée, c'est qu'on va les survoler ensemble pour que vous puissiez un petit peu être au courant de tout ça. Premier outil. On débute donc avec un magnifique guide que vous pouvez aller consulter. Fait que tous les liens qui sont là, puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la présentation va être disponible en rediffusion. Puis ces liens-là pourront vous être accessibles. Fait que l'idée, c'est d'aller les parcourir. Ils ont le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a fait des très, très beaux outils pour vous permettre d'aller explorer ça. Ça va vous demander un petit peu de temps de les écouter, mais je pense que c'est une richesse d'informations à aller comprendre. Ce n'est pas un marché dans lequel on va frapper de porte en porte pour faire découvrir. Fait qu'il faut vraiment comprendre la machine qui peut rouler autour de ça. Fait que c'est un premier outil que je vous dirais qui est fort intéressant. Deuxième outil, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de ça. Vous avez une table dans la région, dans chacune des régions, mais aussi le regroupement fait des très, très beaux outils et surtout des midi-snacks. Si vous n'avez pas eu déjà l'occasion d'assister, je pense que c'est très, très bien fait. Sujet par sujet, vous pouvez les écouter au moment où vous voulez, puis je crois que ça vous permet d'aller. Moi, je vais faire un survol de certaines choses. Je vais vous parler de notre expérience, mais je pense que d'avoir différents acteurs qui viennent expliquer chacune de leurs parties, vous allez pouvoir y accéder via les rediffusions qui sont disponibles sur l'adresse qui est juste en dessous. L'autre outil, celui-là est un petit peu plus complexe de démystification, fait que je vais juste essayer de vous faire un survol rapide, c'est le SEAO.
nous, on appelle toujours ça le SAO. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les acronymes. Fait que le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, c'est un outil où tous les contrats qui sont avec le gouvernement sont regroupés. Plus ça va, plus cet outil-là va être accessible et plus on va pouvoir faire des recherches qui vont vous permettre d'avoir des données. C'est surtout ça qu'on va vouloir aller chercher parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir rentrer, il va falloir que vous essayez d'aller chercher les parts de marché de quelqu'un d'autre qui est déjà là. Fait que si, par exemple, vous offrez une soupe, bien, il y a d'autres choses autour de la soupe qui vont devoir être retirées. Fait que l'idée, c'est via le SEAO, plus vous vous renseignez sur ces parts de marché-là, qui les obtenait, de quelle façon ils les obtenaient, par région, comment ça se passe, ensuite de ça, par institution, peut-être comment ça se passe, plus vous allez être au courant de ça, plus vous allez être à même d'adapter votre offre. Je vous dis tout de suite, c'est un outil en évolution, puis je vais vous répéter ça plus qu'une fois aujourd'hui. C'est un outil en évolution sur lequel il y a des nouvelles façons de les utiliser qui deviennent de plus en plus accessibles. Pour l'instant, ça demeure quelque chose de présent, mais moins facile d'accès. Bien sûr, sur les produits, puis pour faciliter vos fiches descriptives qui vont vous permettre d'aller cogner aux portes puis d'essayer de faire votre démarchage, tout ça vient avec des listes, des distributeurs, de la volonté d'être distribués et plusieurs d'entre eux vont vous demander un code à barre. Fait que je vous dis tout de suite, c'est peut-être quelque chose à investiguer si vous n'avez pas déjà fait affaire avec GS1. Ça serait peut-être intéressant d'aller zioter un petit peu leur site web, d'aller essayer de comprendre comment ça se passe, d'aller essayer de vous inscrire. C'est la même chose pour l'outil suivant, qui se trouve à être le répertoire des aliments québécois. Je vous invite tout de suite à aller vous créer votre dossier, à essayer de voir comment ça se passe, à découvrir cet outil-là. Peut-être probablement que la plupart d'entre vous en faites déjà partie, mais je pense que c'est important. Plus on est au courant de ce qui s'en vient, même si on n'est pas rendu là, mieux ce sera, puis mieux ça va vous permettre après ça d'accéder aux étapes supérieures. Alors, je pense que c'est ce qui fait le tour des différents outils. C'est sûr que de faire ça de façon autodidacte, ça va vous demander un petit peu de patience. Des fois, peut-être que vous pourriez créer des petits groupes d'entraide pour essayer de vous soutenir là-dedans ou vous allez voir à la fin, il y a différentes ressources ou demander à des ressources pour essayer de vous aider. Mais sachez que ces outils-là existent. Puis, si vous commencez à chercher les pièces de casse-tête un peu partout, nous, on a fait ça au début du projet, il y a beaucoup de pièces de casse-tête à rassembler ensemble. Fait que j'ai essayé de vous faire le plus possible, vous ramener les pièces de casse-tête ensemble pour vous donner un topo général. Alors, je veux vous dire que votre intérêt n'est pas pour rien parce que je pense qu'on est dans un contexte très favorable. Bien sûr, notre projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, ce qu'on appelle toujours la SNAC, où il y a différents partenaires qui collaborent ensemble. C'est vraiment un mouvement collaboratif et l'idée, c'est comment on peut, pour les institutions publiques, augmenter le nombre de produits québécois, voire même vraiment accéder à un niveau plus avancé. Excusez-moi, j'ai été interrompue par la petite fenêtre qui apparaissait. Désolée. Alors, juste vous dire que ce sont les principaux partenaires via le RTCVQ. Bien sûr, chacune des tables sont regroupées, mais dans chacun d'entre eux, ils représentent, nous, par exemple, on représente plus la partie entreprise. L'ITHQ va participer beaucoup avec les institutions aliments du Québec, va travailler autant avec les entreprises que les institutions. M361, plus avec le milieu scolaire. Fait que nous, notre projet est vraiment plus sur éducation supérieure et la santé, mais M361, va chez les plus jeunes. Et il va y avoir aussi l'APMQ, donc l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Fait que tout ce beau monde-là travaille dans un même regroupement à créer justement ce mouvement-là de changement. Ça s'inscrit dans quoi? Ça s'inscrit, puis le projet avait déjà commencé, puis tout ça évolue, mais il y a publié en février 2022 la stratégie gouvernementale. C'est une stratégie gouvernementale plus globale, incluant les marchés publics, et la SNAC s'inscrit dans tout ça. C'est un projet de loi vraiment nouveau, qui a plein de possibilités en lien avec les organismes publics, puis je pense qu'il y a vraiment une volonté très, très accentuée de faire des changements, d'arriver à faire autre chose. Puis vous allez voir, quand je vous parle de collaboration, mais aussi de mouvement qui est en train de changer, j'ai tout au long, là, depuis 2 ans, l'impression que c'est vraiment ce qui se passe. Fait que cette stratégie-là, la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, s'inscrit dans le cadre de ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, entre autres, il y a des choses qui évoluent. Puis dans la stratégie, on parle beaucoup du développement économique du Québec et de ses régions. Fait que ça, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a une belle place faite pour ça. Ensuite de ça, toujours garder en tête le développement durable. Il y a des gens qui vont être principalement dédiés à cet aspect-là dans les institutions. Fait que de garder en tête l'aspect développement durable est vraiment intéressant. Et dans le cadre de l'innovation des marchés publics, bien, il y a beaucoup de projets porteurs, structurants avec différents partenaires qui se mettent en place. Fait que juste vous dire que tout ça, c'est des actions qui sont en train de se mettre en place pour faire évoluer le projet. Fait que tout ne peut pas se faire demain, mais tout est en train de progresser en ce sens-là. On poursuit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment un engagement, puis que ça évolue. C'est pas si vous pensez rentrer demain à l'institution de votre coin, si vous dites, moi, c'est demain que je vais cogner à la porte de l'hôpital, peut-être que vous allez trouver que ça ne se fait pas demain. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui évalue de façon constante. Il y a plein d'actions qui sont mises en place, mais qui doivent aussi respecter toutes les lois qui existaient déjà, qui doivent aussi se conformer. Fait que ça ne peut pas juste dire, je fais qu'accentuer les produits québécois. Il faut considérer tout le reste. Ce qui est très, très important, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, risque d'évoluer très positivement dès demain et tout au long des prochains mois, des prochaines années. Fait que tenez-vous informés. Si ce n'est pas le bon moment pour vous aujourd'hui, ça se peut que ce soit un petit peu plus tard, puis les choses évoluent très rapidement et très positivement. Du côté des institutions, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand le projet a commencé, on invitait les institutions à se créer une cible. Juste vous dire que, dans le fond, en 2023, on avait déjà 85, puis on a eu une rencontre cette semaine avec les différents partenaires, puis on est rendu, de mémoire, j'oserais dire, 89,2 %, je vais même me risquer du 0,2 %, qui se sont dotés d'une cible. On se rapproche de plus en plus de l'objectif visé, qui est un 100 %. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente un très, très grand nombre d'institutions, fait que c'est très, très positif. Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes concrets des cibles? C'est des exemples qu'on vous a donnés, mais se créer une cible, ça peut être, je veux atteindre, par exemple, 7 000 $ en achat de fruits et de légumes locaux, biologiques, entre juin et novembre. Ça, par exemple, ça pourrait être une cible. Ça pourrait être, dans ce cas-ci, de remplacer, on va dire, 3 recettes par semaine. Ça pourrait aussi être 15 % d'achat local pour mes produits de pâtisserie ou dans mes desserts. Chaque institution a fixé sa propre cible. Fait que la cible, elle est variable d'une place à une autre. Et puis ça, je pense que c'est important de le considérer. Et les cibles actuellement, nous, on n'a pas encore accès à ces cibles-là. Fait que c'est difficile pour nous de vous dire, si vous êtes dans le domaine de la boulangerie, là, c'est un secteur hyper favorable. Il y a plein d'outils qui sont en train de se mettre en place pour être capable de capter cette information-là, mais actuellement, on n'a pas le portrait général. Par contre, c'est intéressant de savoir que 89 % des établissements ont déjà leur cible. L'idée, c'est que si on veut que la cible soit atteinte, il faut qu'on ait des produits qui vont aller en lien avec tout ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que les institutions demandent vos produits. Ensuite de ça, les cibles ont été atteintes, puis tout le monde, là, il n'y a personne que j'ai parlé au niveau des institutions qui n'a pas envie de changer les choses, puis qui n'a pas envie que les choses changent. Fait que juste vous dire que autant au niveau du gouvernement, autant au niveau des institutions, qu'au niveau des entreprises, tout le monde a envie que ça bouge puis que ça bouge positivement pour vous. Donc, tout ça, ça fait des conditions très favorables. Mais ce qu'il faut se dire, c'est les vraies choses. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, comme je vous ai dit tantôt, de façon linéaire. Donc, parlons des vraies choses. Entre ce que vous allez avoir comme coffre à outils, tout ce que vous allez lire et tout ce qui va se passer, ça se peut qu'il y ait un monde de différence. Aussi, si votre meilleur j'allais dire votre meilleur ami, mais on va dire votre voisin d'à côté, l'entreprise d'à côté, a eu un chemin, ça ne veut pas dire que vous allez être capable d'utiliser le même chemin que lui. Il n'y a pas un chemin tracé, il n'y a pas une façon d'accéder, puis chaque entreprise va avoir un parcours qui est différent. Puis ce que je vais vous recommander, c'est d'être persévérant, de savoir ce qui s'en vient, de le voir avec beaucoup de réalisme et d'adapter votre stratégie en fonction de tout ça. Au niveau des institutions, moi, je vais vous parler de ce que je sais parce qu'en fait, nous, notre projet s'adressait principalement à 2 clientèles cibles, le milieu de la santé et le milieu de l'éducation.
l'éducation supérieure, comme je vous disais tantôt. Ça se décline avec des clientèles différentes. Fait que, par exemple, au niveau du milieu de la santé, bien sûr, on va penser aux patients, donc qui, eux, ont potentiellement des diètes adaptées. Puis une diète adaptée en fonction de chacune des étages de votre, par exemple, hôpital ou résidence pour personnes âgées. Fait qu'il y a plein de situations. Et bien sûr, il n'y a pas que les patients, mais il y a aussi les employés. De la même façon, dans le secteur de l'éducation, il y a tous les étudiants, mais il y a tous les visiteurs qui vont aller dans ce secteur-là, que ce soit pour une conférence ou même le corps professoral. Et chacun d'entre eux arrive avec des particularités. Fait que autant au niveau de la santé, on pense que c'est l'alimentation, mais c'est l'alimentation qui va être servie dans les cabarets, l'alimentation de la cafétéria, l'alimentation dans les machines distributrices. La machine distributrice se retrouve aux deux places, la cafétéria aussi. Le sur le pouce, c'est vraiment des petits cafés étudiants ou, par exemple, des petites tables de vente et tout ce qui va être service traiteur parce que lorsqu'ils ont des événements, il y a tout le service traiteur aussi qui va être mis de l'avant. Fait que voyez-vous, autour juste de ces deux secteurs-là d'institutions publiques, soit la santé et l'éducation, il y a plein de clientèles cibles. Et bien entendu, on ne va peut-être pas offrir la même chose à chacun d'entre eux. Ce qu'il faut aussi savoir au niveau de la réalité des institutions, c'est qu'ils vont avoir tendance à faire des achats regroupés. Par exemple, un CIUS ou un CIS ou un CIUS va regrouper plusieurs institutions par région, par type d'établissement, par différents types. Ça, c'est très théorique, là, les petits icônes. Tantôt, je vais vous donner des exemples plus précis. On va passer à l'autre. Pour la réalité des institutions, vous allez voir, le distributeur devient dans plusieurs cas, un incontournable. Quand on parle de distributeur, on va parler de distributeurs regroupés aussi, fait que ce n'est pas plusieurs petits distributeurs. Pensez que vous gérez, par exemple, un hôpital, bien, peut-être que vous allez avoir envie d'avoir une personne qui vient faire votre livraison plutôt que plusieurs livraisons pour un peu consolider. Fait que dans plusieurs cas, il n'y a pas accès à plusieurs distributeurs, mais principalement à un seul. Ça s'applique principalement à certaines catégories de produits, mais la majorité se retrouve dans cette situation-là. En termes de prix et de nature du produit, donc, pour ce qui est du prix, ce qu'il faut savoir, c'est que même si votre produit a de la valeur ajoutée, ils ont des choses à respecter, ils ont des budgets. On parle souvent d'un prix par jour, par personne. Fait que ça, on va le voir plus en détail, mais considérez-le que ça fait partie de leur réalité. Même si votre produit, il est très distinct, merveilleux, c'est une réalité qu'ils ont. Et la nature, ils ne pourraient pas, par exemple, offrir, je ne sais pas, quelque chose de hyper chocolaté, hyper indulgent et tout ça, si on est, par exemple, dans le milieu de la santé. Au niveau du type de cuisine et d'équipement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque institution a une réalité différente et ce l'est tout autant pour l'espace d'entreposage. Là, on a mis un peu le logo du congelé, mais ça se passe aussi au niveau des tablettes et tout. Il faut avoir en tête qu'ils ont des très, très gros volumes à gérer puis que ce n'est pas toujours facile de pouvoir entreposer. J'enchaîne avec le type d'utilisation et la main-d'œuvre. Je pense qu'on en entend beaucoup parler, mais bien entendu, pour eux aussi, c'est ça. Ce n'est pas des changements qui se font facilement. Ça doit passer par des groupes qui doivent faire l'utilisation. Ils ne peuvent pas prendre la chance que les gens vont plus s'alimenter ou de rater quelque chose. Fait que beaucoup de travail qui va se faire en co-création pour s'assurer que ce qui va être amené comme nouveau produit va pouvoir s'intégrer soit dans une nouvelle offre, mais qui répond aux mêmes besoins, ou soit faire une offre qui est diversifiée. Quelques exemples de terrain que j'aime beaucoup parler parce que le terrain, c'est aussi ça. Par exemple, le cas de la Polytechnique. Dans le cas de la Polytechnique, eux, ils ont vraiment un service alimentaire complètement indépendant. C'est une volonté de la personne qui a été, en fait, c'est principalement porté par la personne qui a été mise en place, qui est fort inspirante, en fait. Puis eux, ils se sont donné des valeurs, puis ils voulaient faire les choses différemment. Fait qu'il y a un service alimentaire qui est complètement indépendant. Ils vont beaucoup axer ça sur la végétalisation et la découverte de nouveaux produits et l'aspect développement durable. Fait que c'est vraiment, vraiment un secteur hyper engagé à tous ces niveaux-là et très ouvert à découvrir des nouveaux produits, à en faire l'utilisation et essayer de jongler avec tout ça. Ils ont beaucoup, beaucoup d'agilité, je dirais, au niveau du remplacement.
On passe à l'exemple suivant. Dans notre région ici, puis pour plusieurs des cégeps, c'est la même chose. Dans ce cas-ci, ils font affaire avec un concessionnaire. Dans ce cas-ci, Copsco. Fait que l'idée, c'est autant le concessionnaire a la responsabilité, mais aussi le cégep a la responsabilité, puis comment ils vont travailler de pair à l'atteinte des objectifs. Dans ce cas-ci, je pense qu'il est important d'illustrer, c'est que tantôt, je vous parlais des distributeurs, mais quand je vais dans certains secteurs d'éducation, je vais aussi parler d'un concessionnaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été mandaté pour faire la préparation des repas et le service des repas. Fait que ce n'est pas directement l'institution avec laquelle on doit faire le démarchage, mais bel et bien avec un concessionnaire qui, lui, peut se retrouver dans plusieurs institutions. Exemple suivant, un exemple dans lequel on a pu aller découvrir là-bas sur place, par exemple, le CIUS de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, eux, vont regrouper différentes institutions, entre autres, des centres jeunesse, par exemple. Et les centres jeunesse n'ont pas la même réalité qu'une résidence pour personnes âgées, n'ont pas les mêmes besoins. Fait que peut-être qu'eux, ils ont besoin de quelque chose de différent. L'approche, la préparation des repas ne se fera pas de la même façon. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est quand on parlait d'achat regroupé, le même acheteur va devoir desservir toutes ces clientèles-là. Fait que puis eux, ils vont se faire des regroupements qui vont permettre de découvrir des nouveaux produits, mais ça ne sera pas de la même façon que si tous étaient indépendants, bien entendu. L'objectif autour de ça, c'est vraiment par regrouper, c'est d'avoir accès à un plus grand éventail de produits, puis de peut-être pouvoir réduire les coûts autant au niveau de la gestion, de l'administration, tout ça, puis quand même des objectifs qui sont derrière tout ça. Et le dernier cas que je vous présente, c'est dans Lanaudière. En fait, c'est le cas de l'hôpital Pierre-Legardeur, qui n'est pas le seul hôpital dans ce secteur-là, mais qui, lui, a une situation vraiment particulière. C'est-à-dire que tout est réchauffé. Tout est dans des réchauds. Ils n'ont pas de cuisine indépendante. Fait que tout service de repas va beaucoup plus aller vers quelque chose qui est prêt à réchauffer, prêt après ça à être servi. Mais le point, c'est que peut-être que des fois, le réchaud va se faire sur une plus longue période de temps. On a d'ailleurs travaillé sur un projet que le produit, c'était une sauce, fait qu'il fallait s'assurer que la sauce garde des propriétés agréables, que quand le patient allait recevoir son produit, il allait avoir envie de le manger et ça pouvait donner lieu à certains défis d'adaptation. Bonjour, Jonathan. Alors, je poursuis. Sur le terrain, dans le fond, dans les réalités, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, là, nous, on pensait que beaucoup de choses se passaient par des appels d'offres publics, que les gens allaient faire des gros contrats, là, que c'était des 1 million, des choses comme ça. Mais il y a aussi, et beaucoup, ce qu'on découvre, il y a beaucoup d'excès. Et dans un premier temps, il faut créer notre crédibilité. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer plus du côté du gré à gré ou l'appel d'offres sur invitation. Fait que ça, c'est les plus petits montants. Je dis plus petit montant, mais c'est quand même des très, très bons montants. Et c'est la façon, dans le fond, de procéder pour, après ça, pouvoir passer. Et ça pourrait se faire en parallèle, là. Je ne vous dis pas que c'est exclusif, mais les appels d'offres publics sont souvent d'un autre type. C'est là que le SEAO rentre plus en ligne de compte. Fait que juste vous dire que là, ça a l'air d'être très complexe ce que je vous dis là. On survole ça hyper rapidement, mais il y a différentes portes. C'est ça que je veux vous dire. Il y a différentes portes pour accéder aux institutions publiques et c'est pas une porte, je cogne, il y a quelqu'un en arrière qui va me répondre. Là. Soyez patient, ça va se faire, puis la porte va se refermer, puis après ça, il va y avoir une autre porte, puis après, il va y avoir une autre porte. Et c'est normal, peu importe lequel de ces systèmes-là. C'est une structure qui va vous demander de l'agilité. Je vais toujours vous dire ça. C'est une structure qui va vous demander de la patience et de l'agilité et de la persévérance. On poursuit. Donc, si on va sur l'aspect sur invitation ou le gré à gré, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas un petit montant. Depuis le mois de janvier 2024, puis que ça, c'est un nouveau chiffre qui change toujours. Le montant évolue. Avant ça, c'était 121 000. On est rendu à 133 000 depuis janvier 2024. Ça, c'est le montant maximal. Si votre contrat est au-delà de ça, ça ne pourrait pas être un achat gré à gré et ça ne pourrait pas être un appel d'offres sur invitation. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est différentes choses qui vont justifier quel type de voie, par exemple, que j'emprunte. Certains défis. Fait que l'importance, puis là, je vais passer un petit peu plus de temps sur ce point-là parce que c'est important d'être prêt dans quoi on se lance. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, ce que je vais vous avoir donné le goût, c'est de vous questionner et de laisser germer ça dans votre esprit pour après ça
enclencher quelque chose, mais en même temps, je vais vous dire, partez pas à la course tout de suite, puis si vous avez l'objectif d'atteindre la ligne d'arrivée demain, ça ne se passera pas. Fait que je veux juste bien vous dire les choses, essayer d'être le plus réaliste, mais surtout vous mettre en perspective tous les outils qui peuvent vous aider ou toutes les ressources qui peuvent vous aider à y arriver, parce que seul, c'est plus difficile. Donc, être prêt. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que si je veux remplacer quelqu'un, il faut que mon prix soit similaire au sien. Je vous le disais tantôt, la valeur ajoutée, là, c'est bien. La valeur ajoutée de texture, valeur ajoutée au niveau de la composition, valeur ajoutée au niveau de la qualité, tout ça, c'est bien. Mais j'ai une barrière qui s'appelle 7,75 par jour, par exemple, dans le menu patient. Ce n'est pas un chiffre absolu, là, mais c'est dans ces eaux-là. C'est le calcul sur lequel on est arrivé, puis peut-être que certaines personnes auront d'autres références, mais ça se joue autour de ça. Fait qu'imaginez que vous vous nourrissez vous-même pour 7,75 par jour. Ça va inclure tous vos repas puis toutes vos collations. Ça ne fait pas beaucoup pour chacun des ingrédients. Fait que si mon petit muffin me coûte 1,75, il me reste, là il commence je commence à avoir faim. Il me reste donc 6 $ pour tous mes autres repas, toutes mes autres, collations et tous mes autres breuvages. Fait que Fait que l'idée, c'est gardez-le en tête. C'est sûr que si je vais dans le marché de l'éducation, j'ai un petit peu plus de manœuvre. Si je vais dans le menu cafétéria, j'ai un petit peu plus de manœuvre aussi, mais pas tant que ça. Parce que l'idée, là, c'est de pouvoir alimenter les gens qui se retrouvent dans des institutions publiques. Fait que gardez-le en tête, puis voyez-vous comment vous pouvez vous inclure dans un processus où le coût va être un enjeu. Deuxième aspect, la capacité de production. C'est vraiment, vraiment important. Puis pas mal toutes les institutions nous l'ont dit. S'il y a rupture de stock, ça veut dire que je n'alimente pas la personne qui a besoin d'être alimentée ou je dois me revirer de bord pour me trouver une solution sur le pouce rapide. Ça vient briser le lien de confiance et ça, ce serait une des pires choses qui pourrait arriver. Fait que c'est vraiment important que si vous voulez vous lancer sur ce marché-là, vous soyez certain qu'il n'y aura pas de rupture de stock, puis que parce que vous n'aurez pas la deuxième chance. Si vous avez, puis on en a parlé avec plusieurs personnes qui avaient tous un cas en tête, ça m'est arrivé pour des raisons de livraison, pour des raisons de disponibilité de matières premières, pour différentes raisons. Les raisons, elles sont toutes bonnes, mais ça vient briser le lien de confiance et c'est pour ça que pour certaines choses, ils vont avec des gros joueurs. Fait que si vous voulez rentrer dans cette course-là, qu'on va appeler, d'aller chercher un contrat de ce type-là, c'est très, très important de le considérer et de vous assurer que si vous vous engagez à livrer X boîtes, bien, vous allez être capable de livrer X boîtes par semaine à cette même constance-là et avec le même prix qui a été donné. Fait que ça, c'est toujours des considérations très importantes. Même chose, il n'y aura pas de chemin si facile. Il va falloir passer par des distributeurs. Vous allez devoir remplir des appels d'offres selon la catégorie de produits, selon les produits et l'appel que vous avez répondu. Et il y aura des marges à leur donner, des coûts à négocier avec eux. Peut-être que ça peut se faire différemment d'un distributeur à l'autre. Mais sachez que certaines institutions font principalement, comme je vous disais, affaire avec un ou deux distributeurs. C'est vraiment des périodes. Puis ce point-là, c'est celui que vous allez devoir réfléchir rapidement parce que c'est des démarches que vous allez devoir accéder. Tantôt, on va voir des gens qui vont nous donner des exemples. Peut-être qu'ils vont parler justement de cet aspect-là, mais je pense que l'aspect distributeur reste un aspect hyper important. Et bien sûr, développer ça, comme je vous disais tantôt, c'est comme développer le marché du détail. C'est un processus qui ne va pas se faire tout de suite, qui va vous demander du travail, qui va vous demander de l'investissement de temps et d'énergie. Soyez prêts, mais la contrepartie, c'est qu'une fois que votre contrat va être signé, une fois que vous allez l'avoir, c'est du long terme. Fait que si, par exemple, on assistait à une conférence, c'est une dame du MEIE, donc le ministère de l'Économie, qui parlait puis qui disait, bien, vaut mieux quelque chose de signé officiel avec le gouvernement. Lui, il va continuer à vous payer, il va continuer à passer les commandes, même si le marché va moins bien. Fait que c'est sûr que ça peut paraître plus complexe, c'est différent, mais je pense que c'est un marché qui peut vous garantir un volume et quelque chose de vraiment intéressant. On arrive maintenant avec se démarquer de la concurrence. Non seulement, je pense qu'on va dire se démarquer, mais on va dire aussi ressembler à la concurrence.
Par exemple, si je veux remplacer le fameux biscuit soda que tout le monde met dans sa soupe ou que tout le monde a besoin dans son cabaret, bien, il va falloir quand même que j'aie quelque chose qui soit équivalent en termes d'appréciation. Fait que si le produit est vraiment d'ici, mais qui n'est pas des belles caractéristiques, il casse, il s'effrite tout, j'arrive pas à le casser, j'arrive pas à le mettre dans ma soupe, ça fait toute une petite pâte, ça ne fonctionnera pas. Fait que l'idée, c'est de considérer l'utilisation que les gens vont en faire. Fait que ayez toujours en tête le produit que vous voulez remplacer, renseignez-vous sur sa valeur, mais aussi essayez de regarder les qualités organoleptiques. Nous, on est en sensoriel, fait que je peux vraiment vous parler de ça, mais gardez en tête que les gens, là, il faut qu'ils continuent à manger. Fait qu'il faut qu'ils apprécient votre produit. Il faut qu'en termes de texture, ce soit agréable pour qu'ils puissent continuer à le consommer. Même chose au niveau du format. Fait que si c'est toutes des choses portionnées individuellement, puis que vous arrivez avec un gros format, bien, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais peut-être l'opposé, peut-être que votre différenciation, ce sera de proposer quelque chose qui va pouvoir être coupé puis portionné pour chacun des patients. C'est à voir, puis chaque réalité, comme je vous disais, d'institution va venir influencer cet aspect-là. Bien sûr, pensez à inclure le développement durable. Je vous le mettais au début, là, ça fait partie de la stratégie gouvernementale. Je pense que ce développement-là durable devrait toujours rester dans votre esprit. Fait qu'autant au niveau de l'emballage qu'au niveau de sa composition qu'au niveau du transport, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à garder en tête. Et ça me fait référence à la page suivante. Donc, différentes certifications environnementales et sociales qui peuvent, bien entendu, Aliments du Québec, je pense que ça, c'est un gros plus là, si vous voulez aller dans ce marché-là, mais tous les autres peuvent être aussi considérés parce qu'à quelque part, c'est ça qui va vous permettre de vous différencier. Et sur certains appels d'offres, ils vont aller chercher des demandes comme ça. Cependant, assurez-vous d'être quelque chose de similaire à ce qui est déjà offert ou différent, justement, qui vous donnerait un effet de levier par rapport à tout ça. Parce que si tous les autres l'offrent et que vous ne l'offrez pas, bien là, à ce moment-là, il y a quelque chose en moins sur, on va dire, votre bulletin. Bien entendu, je dois vous dire que, bien, puis je pense que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, travailler seul, c'est une chose, c'est un lourd travail, mais c'est un travail intéressant. Il y a quelque chose qui va s'appeler la force d'un groupe. Je vous ai dit d'entrée de jeu que moi, je trouve que c'est comme un mouvement collaboratif qui est en train de se créer, que toutes les conditions sont favorables. Donc, je vous présente différentes ressources. Retenez-les. On essaie d'aller chercher les ressources qui sont dans votre région, peuvent être des ressources là, de chacun des partenaires de la SNAC qui peuvent vous aider et vous accompagner là-dedans. Fait qu'on est allé pour la région de l'Estrie, on a essayé d'aller chercher les bonnes références. J'espère qu'on a mis les bons noms. Du moins, si ce n'est pas la référence que vous avez, elle saura certainement vous rediriger vers une autre ressource de votre région ou une autre ressource qui pourra vous aider. Cognez à des portes, renseignez-vous. Je pense que plus on se renseigne, plus on met les morceaux de casse-tête ensemble, plus on a de chances que ça fonctionne autour de ça. Fait que n'hésitez pas à poser vos questions, à s'adresser à ces gens-là pour essayer de mieux comprendre quelle pourrait être votre place dans ce milieu-là. J'enchaîne avec apprendre de l'expérience des autres. Je pense que nous, on a eu la chance d'avoir des entreprises vraiment engagées. D'ailleurs, on voit Jonathan sur la photo, qui justement ont essayé des choses. Je vous le dis tout de suite, là, ça fait 1 an qu'on a fini. Ben, en fait, non, ça fait pas. Ça fait bientôt 1 an qu'on a fini et la démarche est encore en cours. Il y a quelque chose qui est encore en train de se faire, puis à tous les jours, on entend parler, à tous les jours, on continue. Fait c'est pour ça que je vous dis, ensemble, on va avancer plus rapidement et plus les gens vont s'engager là-dedans, je pense, plus ça va pouvoir fonctionner. Fait que nous, on a la chance de pouvoir travailler avec plein de partenaires, mais aussi plein de très, très bons collaborateurs. Tantôt, je vous parlais de concessionnaires. Fait que, par exemple, on a la chance de parler avec des Aramat, avec le CHU Sainte-Justine. Fait que plus on va impliquer les institutions et d'ailleurs, on va faire des webinaires, pas des webinaires, mais des forums la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, très, très bientôt. Collaboratif, c'est le genre de choses qu'à chaque fois qu'on écoute le besoin de quelqu'un d'autre, plus on met le besoin au cœur de notre développement, mieux ça va fonctionner. Mais trouver le besoin, parler aux bonnes personnes, c'est déjà pas facile. D'avoir accès à ces gens-là, c'est pas facile. Puis plus on va les sursolliciter, moins ils vont vouloir le faire. Fait que c'est important.
participer au plus possible à des activités collaboratives, à des activités qui regroupent plein de gens pour être sûr que vous ayez une belle réceptivité. Tout le monde est intéressé. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, chacun de leur côté. On poursuit avec, je pense, presque la dernière page. Il y a plein d'événements qui se créent autour de ça. Vous avez la chance, dans le fond, comme je disais, c'est une stratégie nationale. Fait qu'il y a plein d'activités qui sont organisées. Renseignez-vous, tenez-vous au courant, participez, voyez ce qui se passe, inspirez-vous. Vous allez pouvoir avoir des témoignages comme ceux que vous allez entendre tout à l'heure. Inspirez-vous de ça pour avancer. Inspirez-vous de ça pour vous rassurer. Des fois, moi, je dis, quand je vis quelque chose, puis quelqu'un d'autre m'en parle, puis qu'on vit la même affaire, il me semble que je me sens plus soutenue dans tout ça. Fait que permettez-vous là, justement d'avoir des sources d'inspiration comme celle-ci. Et je crois que c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas si on passe tout de suite au témoignage, Laurence, ou si j'ai les questions tout de suite. Je passerais peut-être au témoignage au cas où les personnes, il y aurait d'autres questions par rapport à tout ça. Mais merci beaucoup, Sophie. Personnellement, ça m'a éclairé sur plein de choses et j'ai aussi 2 fois plus de questions que quand on a commencé. Mais c'était vraiment super. Juste rapidement aussi pour juste revenir sur certaines choses. Au début, tu parlais du RTC-BQ. Oui. Juste au cas où c'était pas clair pour tout le monde, la table de concertation de l'Estrie, c'est moi. Donc, si jamais, nous, notre job, c'est de concerter tous les acteurs, puis de trouver les solutions, développer des outils, etc. Donc, c'est sûr que, tu sais, là, on est en collaboration avec Sophie, mais on est aussi en collaboration avec tous les acteurs qu'elle a parlé aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes, tu sais, vous savez pas à qui parler, parlez à moi, puis moi, je vais soit vous référer, soit mettre ça dans ma liste de toutes les choses qu'il faut développer. Donc, c'est vraiment, je vais juste mettre ça au clair, là, que c'est l'acteur terrain qui essaie de mettre en relation vos entreprises avec tout le monde. C'est vraiment mon rôle. Puis aussi, en ce qui concerne le répertoire des aliments québécois là, avec Aliments du Québec, on a été mandaté, nous, pour aider les entreprises. Donc, si jamais vous voulez être ajouté au répertoire, c'est super simple. Mais si jamais vous voulez qu'on le fasse ensemble ou que vous avez des questions, ça me fait plaisir aussi de vous aider là, à être ajouté. Puis ce répertoire-là, il est super pour les institutions, mais aussi pour les restaurants, les hôtels, les bed and breakfast, tout le monde. Donc, ça peut vous aider aussi à aller chercher un marché qui est peut-être des fois plus simple, qui demande des moins grandes quantités, tout ça, mais c'est vraiment, je pense que la première de vos actions à faire si vous voulez percer le marché institutionnel, c'est d'être dans le répertoire. Donc, si ce n'est déjà fait, ça serait à faire. C'est mon conseil personnel. Puis c'est ça. Merci, Sophie. Je lancerai peut-être la balle tout de suite à Jonathan Lacroix qui va pouvoir vous présenter rapidement son entreprise. Puis, on s'est rencontrés avant hier. Puis, il me disait qu'il n'y avait pas encore une grosse histoire à succès, mais il a quand même réussi à percer. Donc, c'est super. Donc, Jonathan, si j'ai vu que tu étais arrivé, là, je m'excuse de te mettre comme ça sur le spotlight, mais c'est à toi. Super. Tout d'abord, merci Laurence de l'opportunité. Merci à Sophie aussi. Donc, je m'appelle Jonathan Lacroix, je suis directeur adjoint vente et administration chez Industrie gastronomique Cascajarès. On est un transformateur de viande cuite sous vide principalement, qui est basé à Saint-Hyacinthe. Donc, nous, on est plutôt habitués de faire dans le domaine de la restauration, des hôtels, des traiteurs. On a aussi une division qui s'occupe du détail, qui va faire des produits en co-développement avec d'autres marques. Donc, on connaît quand même déjà bien tout le milieu de la distribution. Je pense que Sophie l'a mentionné, je n'étais pas là tout le long de la distribution, de la présentation, pardon, mais Sophie a fait mention de la distribution. Nous, c'est par là que nos premières réussites sont arrivées. On était déjà quand même bien présents chez GFS, chez Cisco, chez Collabor, donc les grands distributeurs de ce monde. Et en fait, il y a des besoins qui sont arrivés de la part des institutions et qui n'ont pas passé par nous. En fait, c'était des besoins qui ont été communiqués aux représentants de ces distributeurs-là. Et eux ont regardé dans leur catalogue de produits qu'est-ce qu'ils ont disponible et donc ont pu placer nos produits. Pour être un peu plus concret, là, les produits qu'on a réussi à placer, il s'agit de boulettes cuites sous vide, de la boulette de porc de format 30 grammes et de la joue de porc aussi, en emballage de 370 grammes, des joues de porc entières confites dans le gras de canard.
Donc, pour ceux qui ont peut-être des produits un peu plus artisanaux, il ne faut pas décourager. On n'est pas non plus des produits à grand déploiement, à grand volume, comme les Maple Leaf de ce monde pourraient faire. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, c'est certain qu'il faut savoir bien vendre son produit, il faut savoir bien se placer dans le marché et comprendre à quel besoin est-ce qu'on répond. Et ça aussi, je pense que ça a déjà été mentionné. Nous, on a dû quand même faire une certaine adaptation au niveau de notre offre par rapport à ce qu'on offre habituellement dans le milieu du HRI. Parce que les hôpitaux, les centres de personnes âgées, ben, ils ont des besoins qui sont quand même différents. Ça peut être au niveau de l'emballage, mais ça peut être aussi au niveau des valeurs nutritionnelles. Donc, c'est important d'être à l'écoute, d'être ouvert. Et comme ça a été mentionné aussi, je pense que de participer aux événements qui sont organisés, c'est la meilleure façon d'entrer en contact avec les acteurs du milieu. Le SEAO est une autre bonne façon d'avoir les coordonnées des gens de l'institutionnel. Je ne sais pas si Sophie t'en avait déjà fait mention. Ça a été une belle découverte pour bien des gens il n'y a pas si longtemps de savoir que les coordonnées des institutions étaient présentes sur le SEAO. Mais il n'y a quand même rien qui vaut comme une bonne poignée de main puis une discussion à la bonne franquette autour d'un petit cocktail. Donc, de prendre contact avec ces gens-là, de comprendre leur réalité, de comprendre leurs besoins. Et puis, c'est tout un écosystème. Hein. Il n'y a pas seulement des acheteurs, il n'y a pas seulement des directeurs de services alimentaires, il y a des nutritionnistes aussi qui sont impliqués dans toute cette démarche-là. Donc, ça peut être pour certains produits ou pour certains CIS ou CIUS, la porte d'entrée peut peut-être être avec les nutritionnistes qui vont voir une valeur à votre produit. Parfois, ça va peut-être être plus une question d'approvisionnement si vous avez un produit qui est agressif en termes de prix. Si vous avez un format qui correspond mieux à ce moment-là, ben, c'est peut-être le directeur des services alimentaires qui, lui, va être obligé de standardiser les opérations, va peut-être voir une valeur ajoutée à votre produit. Donc, c'est vraiment d'entrer dans cet écosystème-là et d'être en contact avec les distributeurs aussi. Ce que ça peut offrir comme opportunité, c'est d'être capable de comprendre votre produit se place où dans ce qui est déjà offert dans les gammes de produits. Comme ça a été mentionné, il y a beaucoup de choses qui se passent par appel d'offres. Et à ce moment-là, les distributeurs ont déjà leurs produits qui sont placés sur les appels d'offres. Par contre, il y a une volonté de remplacer certains de ces produits-là. Donc, c'est voir les trous, ils se situent dans la gamme, dans l'offre des distributeurs. Et comme eux, c'est une demande qui leur est faite de plus en plus, bien, si vous arrivez avec une solution pour leurs clients, c'est certain qu'ils vont être incités à placer vos produits. Ça va être beaucoup plus facile. Tandis que si vous arrivez avec un excellent produit, mais que déjà un équivalent québécois ou que ça ne répond pas à une demande en ce moment des institutions, bien, à ce moment-là, vous allez ramer à contre-courant, évidemment. Une chose qui peut être intéressante aussi, ça peut être de voir s'il y a possibilité de prendre contact avec l'ITHQ. L'ITHQ ont des équipes qui sont sur le terrain, qui sont en contact direct avec les institutions pour réviser leur menu. Donc, eux aussi ont de l'information à savoir sont où les gains à aller chercher au niveau de l'offre de produits. Et je rajouterais peut-être aussi un détail, et ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler. Des fois, il ne s'agit pas non plus de placer directement son propre produit sur les menus des institutions. J'ai fait un petit peu de recherche vite avec vos adresses courriel, voir pour quelle compagnie est-ce que vous travaillez. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans l'ail, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans les produits de canard un peu plus raffinés. Des fois, ça peut peut-être être placé en tant qu'ingrédient à l'intérieur d'un autre produit. Nous, en tant que transformateur alimentaire, pour passer chez Aliments du Québec, on a des critères assez précis à respecter au niveau de la provenance des ingrédients. Et je pense à l'ail, par exemple. L'ail, on ne s'approvisionne pas au Québec parce qu'on a certaines contraintes au niveau. On commande surtout en IQF, pour ceux qui connaissent le terme. Donc, c'est des surgelés portionnés déjà découpés. Donc, des fois, la disponibilité au Québec n'est pas là. Donc, nous, on est obligé de s'approvisionner ailleurs. Et quand on arrive pour faire certifier notre produit Aliments du Québec, bien, ça accroche parce qu'il y a certains pourcentages d'ingrédients qui doivent provenir du Québec et que là, on n'est pas en mesure de le faire. Donc, à ce moment-là, si on a des fournisseurs québécois qui adaptent leurs produits, oui, pour l'institutionnel, mais pour d'autres transformateurs québécois, ben nous, ça permet de créer une filière, d'avoir différents fournisseurs qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs d'approvisionnement québécois pour nos produits et ensuite, nous, être capables de les placer dans les institutions. Puis je parle pour moi, mais ça peut être vrai pour d'autres. Je reprends l'exemple de l'ail qui est un peu plus facile. S'il y a une compagnie qui fait du pesto, qui cherche à se placer dans l'institutionnel, mais qui n'arrive pas à avoir un fournisseur d'ail québécois, ben, peut-être qu'il y a du démarchage à faire à ce niveau-là. Plutôt que d'aller directement auprès des institutions, ça peut être une voie de contournement pour rentrer sur le marché. Bon, j'ai parlé pas mal, j'ai été un peu dans plein de directions. Je ne sais pas s'il y a des points en particulier sur lesquels vous aimeriez que je discute. Si vous avez des questions aussi, là, je suis bien ouvert à les écouter. J'aurais peut-être deux questions rapides, là, mais merci beaucoup, c'était super intéressant. Puis oui, ce que tu parles, un peu le co-développement de produits, tout ça, là, c'est un sujet. On était à un congrès là, en début de semaine, puis c'était vraiment
vos produits, tu sais, vous êtes fiers, puis sont super, mais c'est rare que les institutions ils ont un besoin précis pour ce produit-là en tant que tel. Donc, c'est sûr qu'on parlait qu'il fallait toujours que les entreprises aient une ouverture par rapport à modifier soit l'emballage, les formats, justement, modifier la recette pour que, bon, blablabla. Donc, c'est sûr que c'est ça, c'est difficile. Mais tantôt, tu disais que de connaître les besoins des institutions était essentiel. Puis là, toi, c'est sûr que euh, habituellement, les gens disent j'approche une institution, puis là, je rentre chez le distributeur. Toi, tu étais chez le distributeur, puis là, l'institution a dit j'ai un besoin. Puis là, c'est comme ça que tu as réussi à percer, ce qui est super. Dans quelles institutions tu es, premièrement? Tu sais, santé, éducation supérieure, scolaire, je pense que c'est les trois. Oui, ben, je suis Numéros. principalement dans la santé pour l'instant. Dans le fond, je peux même dire un peu plus précisément, là, en Montérégie-Est et dans votre coin, Estrie-Chus, les deux CIS avec lesquels on a des ventes. On a aussi des approches qui ont été faites. Je sais que ça a été mentionné par Sophie, les gestionnaires de cafétéria, les Aramark de ce monde, Coopsco aussi, un peu pour le milieu universitaire. Certaines universités aussi qui ont leur propre service de cafétéria. On a des approches qui ont été faites dans ce sens-là. Il y a des démarches en cours. Là. Ça progresse de ce côté-là parce qu'eux aussi ont la pression de la part des écoles pour intégrer les aliments québécois et eux, habituellement, fonctionnent à ce qu'on appelle à bottin fermé, c'est-à-dire que les cafétérias d'Aramark, de Coopsco et ainsi de suite ont une liste limitée de produits avec lesquels ils peuvent travailler. Donc, il faut approcher les bureaux chefs pour démontrer que oui, il y a des produits disponibles au Québec qui, eux, vont pouvoir ajouter à leur catalogue et rendre disponibles pour leurs membres, ce qui va permettre ensuite aux membres de répondre aux attentes et aux demandes des établissements scolaires. Puis dans votre démarchage, là, comment vous trouvez les contacts des personnes à qui? Est-ce que vous écrivez, mettons, à info@CIUS, puis là, vous faites promener d'un bord puis de l'autre jusqu'à temps que vous réussissez à trouver la bonne personne? Participer aux événements, comme tu disais, je présume que c'est vraiment la meilleure partie, mais comment trouver la bonne personne à qui parler? Puis est-ce que vous avez eu à adapter vos produits aussi à l'institutionnel? Puis comment, tu sais, est-ce qu'il y avait des investissements qui ont était besoin d'être fait pour adapter, par exemple, l'équipement, etc. OK. Ben, premier volet, dans le fond, pour le contact. Personnellement, je ne suis pas d'avis que d'écrire à une adresse générique, c'est la meilleure des options pour avoir déjà travaillé dans le réseau de la santé. Bon, pour ceux qui connaissent les 12 travaux d'Astérix, ça serait les 74 travaux d'Astérix. Donc, ça va être difficile de trouver la bonne personne. Je pense que c'est de comprendre. Bon, comme je vous ai dit tantôt, les nutritionnistes, il y a les directeurs des services de restauration, il y a les approvisionnements. Habituellement, c'est les trois parties prenantes dans tout ce qui touche l'alimentation pour ce qui est hôpitaux. Hôpitaux, c'est un centre de personnes âgées, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu de se faire un tableau puis de dire, OK, ben voici les CIS et les CIUS que je veux approcher. Essayer d'obtenir les coordonnées de ces personnes-là. Pour ce qui est des achats, des approvisionnements, ça, c'est probablement avec le SEO que vous allez être capable de trouver l'information. Donc, ça, c'est le plus facilement disponible, je dirais. Présentez-vous à des événements comme celui dans lequel j'ai rencontré Laurence. Il y a des acteurs du milieu qui vont être là. Et ensuite, récoltez les coordonnées, placez-les dans votre organigramme. OK, aujourd'hui, j'ai rencontré le directeur des services alimentaires de Telsius. OK, puis là, donc, vous avez une vue d'ensemble de où est-ce que vous avez des contacts, où est-ce que vous en avez moins. Puis ça peut vous aider à diriger vos efforts au bon endroit, à dire, ah ben là, dans celui-là, j'ai le directeur des services alimentaires, il m'a parlé qu'il pouvait me présenter au nutritionniste puis qu'on organise une rencontre. Puis j'ai trouvé l'acheteur sur le SEAO. Ben là, j'ai pas mal une vue d'ensemble de qui s'occupe de quoi dans cet organigramme-là, dans ce CIS ou ce CIUS-là. Donc, les événements, le SEAO. Puis sinon, ben, c'est ça, parler aux gens autour Syntec, l'ITHQ, les tables de concertation. Ça peut venir d'un peu n'importe où. Quelqu'un peut connaître quelqu'un d'autre d'un autre projet ou d'un autre vie, d'un autre emploi. Donc, je pense qu'il faut être prêt à mettre les efforts, il faut être prêt à aller un peu dans tous les sens. Puis, ça va arriver des fois du champ gauche, on ne s'y attend pas. Puis, ben là, tout d'un coup, j'ai parlé à une personne qui m'a présenté une autre personne et j'ai pu avoir deux contacts comme ça. Donc, je pense qu'il faut, c'est ça, faut cibler ses efforts dans les événements et ce haut. Puis, je vois qu'il y a une main levée, mais je ne sais pas si c'est par rapport à ce sujet-là ou si c'est par rapport à l'adaptation des produits. Bonjour. Non, c'est par rapport à notre sujet, donc je vous laisse finir si vous voulez. Oui, OK. Excellent. En fait, puis l'adaptation des produits, oui, on va devoir adapter nos produits, c'est certain.
En fait, là, au fur et à mesure qu'on récolte l'information, qu'on comprend les besoins, on peut cibler un peu mieux l'évolution du produit plutôt que d'y aller à l'aveugle puis de risquer de faire un coup d'épée dans l'eau. Notamment au niveau des formats, là, nous, on avait beaucoup de trucs qui étaient adaptés pour la restauration, c'est en sac de 1 ou 2 unités. Une cafétéria qui sert 100 repas dans une journée, puis là, au bas mot, là, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 2000. Ouvrir un sac avec une unité à la fois, c'est un cauchemar. Donc, on va s'orienter plus vers des formats vrac. Dans d'autres cas, d'avoir du pré-portionné, ça peut être utile pour eux. Donc, il y a vraiment une variété de besoins. Et c'est ça. Donc, oui, on va avoir à adapter nos produits. Puis, au niveau des recettes aussi, évidemment, ne cachera pas que dans un restaurant, c'est salé, c'est gras, c'est goûteux. Il y a des besoins qui sont différents au niveau des institutions. Donc, oui, il va y avoir une adaptation au niveau des recettes aussi à faire. Oui, ben, Oui, je vous écoute. Oui. Oui, super. Bonjour, je m'appelle Maria Abero-Malero. Je travaille pour la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Oui. Je représente des 300 membres en ferme biologique. Ma question, c'est par rapport au tout début de votre intervention. Vous avez dit que vous n'aviez pas une histoire de grand succès. Alors, j'étais curieuse pourquoi le résultat était mitigé à ce stade. En fait, c'est que c'est un travail de longue haleine. Il y a bien des gens dans le milieu du HRI, du food service, comme on dit en bon français, qui sont habitués, ils reçoivent un appel, vont voir le client avec des échantillons. Ouais, c'est bon, je mets ça sur mon menu. On passe la commande avec le représentant du distributeur et tout d'un coup, bam, on a 5 caisses qui sortent. C'est beaucoup plus compliqué que ça pour l'institutionnel. C'est beaucoup un travail de longue haleine. Eux, au niveau du processus décisionnel à l'interne, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Ils fonctionnent beaucoup en cycle avec les appels d'offres. Donc, si on commence nos démarches alors que l'appel d'offres vient juste d'être signé, bien, à ce moment-là, oui, on peut faire du démarchage, mais avant d'avoir un gros succès, bien, ça va nécessairement attendre le prochain appel d'offres. D'ici là, on peut faire du gré à gré, c'est certain, ou même dans certains cas, un peu hors contrat. Dans le fond, j'imagine que moi, dans mon cas, le gré à gré, c'est peut-être fait avec le distributeur. C'est pas hyper transparent, donc je ne sais pas comment exactement au niveau contractuel ça s'est passé. Mais donc, c'est ça, il y a des cycles. Puis, comme je disais, nos produits ne sont pas encore peut-être parfaitement adaptés. Je suis encore en phase de récolter des contacts. Donc, l'événement de mardi cette semaine avec le CIBIM m'a donné l'occasion de connecter avec 4 nouvelles personnes de qui je n'avais pas les coordonnées. Mais ensuite, il faut voir avec leur horaire. Est-ce que ces gens-là sont prêts à me parler, à avoir une rencontre plus en détail, et ainsi de suite. Donc, il faut y aller un pas à la fois. Il ne faut pas désespérer. Mais donc, voilà, pas de grosse histoire à succès parce que c'est quelque chose qui prend du temps, puis on préfère avancer de façon certaine aussi plutôt que de se lancer comme ça à tout vent. Et j'ai une deuxième question, si on a le temps. Oui. Ben, en fait, j'ai dit oui pour la question. Pour le temps, ça, c'est pas moi qui décide. Il n'y a pas de problème. On va dépasser un petit peu, là, donc ceux qui doivent quitter, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, Maria. C'est par rapport à votre entente donc avec le distributeur, parce que si j'ai bien compris, c'est le distributeur qui, lui, a gagné l'appel d'offres ou le contrat stable avec l'institution, et vous êtes un sous-traitant ou un fournisseur du distributeur. Exact. Si dans un an, il y a une entreprise concurrente québécoise qui développe un produit similaire, est-ce que vous risquez de perdre ce marché? C'est-à-dire, quel est vous, en tant que dépendant du distributeur, quelle est votre assurance que le contrat gagné par le distributeur vous est alloué à vous dans sa totalité? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Dans le cas précis des ventes que j'ai réussi à obtenir, il n'y a rien qui me garantit que le distributeur va garder mon produit. En fait, il y a probablement certaines spécifications techniques de mon produit qui ont plu à l'institution, qui ont fait en sorte que c'est vers mon produit que le distributeur a choisi d'aller. Par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un produit quasi identique et à un prix moindre, le distributeur pourrait effectivement choisir de remplacer mon produit. Par contre, je sais que les distributeurs n'ont pas intérêt à garder 56 000 copies du même produit de différents fournisseurs dans leur entrepôt. L'espace est limité. Et le nombre de codes, ils ne veulent pas en gérer à l'infini non plus. Donc, s'il y a un produit qui fait l'affaire, ils vont avoir tendance à travailler avec le fournisseur déjà en place, mais ce n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la place. Par contre, si on passe par les appels d'offres ou par des contrats plus définis, comment ça fonctionne, c'est que l'appel d'offres est envoyé au distributeur et le distributeur, lui, va regarder dans son portefeuille de fournisseurs qui pourrait répondre aux demandes énoncées sur l'appel d'offres et va envoyer à ce moment-là l'appel d'offres pour que nous, on soumissionne sur l'appel d'offres, mais pas directement avec l'institution, mais on offre un prix au distributeur. Et là, lui, va construire sa structure de coût par-dessus l'offre que nous, on lui fait et ensuite va s'engager auprès de l'institution s'il remporte l'appel d'offres.
Donc, à ce moment-là, c'est plus solide comme relation parce que le distributeur va déjà avoir fait son choix. Parmi les fournisseurs à qui il a envoyé l'appel d'offres, il va avoir choisi celui qui offre le meilleur produit au meilleur prix pour ensuite offrir le meilleur produit et le meilleur prix à l'institution. Donc, il y a une notion de contractuel qui n'est pas nécessairement envers nous, mais le fait est que lui a pris un engagement envers l'institution avec un produit fixe. Et donc, de commencer à changer tout ça alors que ça roule bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le faire. Donc, au fur et à mesure que la relation se bâtit avec l'institution et avec le distributeur, c'est de plus en plus difficile de tasser quelqu'un, surtout si votre produit convient, vous n'avez pas de plainte, que vous avez de la disponibilité et que si le distributeur a une question ou un problème, vous décrochez le téléphone et vous répondez à ses demandes, vous allez être dans ses bonnes grâces puis il n'y aura pas de raison de vous tasser à ce moment-là. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Jonathan, grandement apprécié. On avait également Andréane de la ferme Saint-Élie. Andréane, je ne sais pas si ça allait être à midi, mais si tu as toujours le temps de nous parler un peu de ton expérience et c'est ça, avec le marché institutionnel. Oui, moi, après avoir entendu Sophie, Jonathan, j'étais un peu gênée parce que moi, c'est vraiment, vraiment autre chose, là. C'est vraiment pas d'aussi grande nature. En fait, nous, la ferme Saint-Élie à Sherbrooke, on produit principalement fleurs, fraises, framboises, citrouilles, un peu d'ail. Donc, les liens qu'on a avec le marché institutionnel, c'est via du frais. Et je dis toujours que des fraises et des framboises, tu cueilles, tu regardes, puis commencent à faner. Fait qu'on s'entend que je ne passe pas par les distributeurs. Donc, les livraisons qu'on fait, c'est toujours de la livraison directe. Et les clients qu'on a au niveau institutionnel, c'est des clients qui sont venus nous chercher. Dans le sens que moi, j'ai jamais, c'est pas comme si ça faisait 15 ans que j'avais la ferme, là, ça va faire la 4e saison, mais c'est pas un marché que je visais comme je n'avais pas de produits transformés. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué d'avoir des fruits frais, de devoir gérer des très grosses quantités en court terme, de priver mes clients actuels. Donc, je n'avais pas développé ça. Par contre, je ne sais pas, est-ce que c'est la renommée, le fait qu'on est situé à Sherbrooke ou, bref, l'épicentre des personnes âgées, CPE, Desjardins, la ville de Sherbrooke sont venus nous voir pour des contrats sporadiques. Donc, pour des événements, exemple, en fin de semaine, on a telle activité, on aimerait avoir, je ne sais pas, là, 50 boîtes. Est-ce que tu as ça? Oui, OK, peux-tu me livrer ça? Donc, nous, ça a fonctionné comme ça. Donc, oui, c'est possible avec du frais. Puis moi, tout le temps, nous, on est trop gros pour être petit, trop petit pour être gros. Fait que je ne pourrais pas, passer par un fournisseur avec mes fruits, ça ne fonctionnerait pas. C'est sûr qu'on aura dû se transformer, peut-être, ça sera autre chose, mais pour l'instant, c'est comme ça. Quand Laurence m'approchait, c'était pour dire qu'est-ce que je changerais, mes bons coups, mauvais coups. Je vous dirais que comme je ne cherchais pas à percer ce milieu-là, à chaque fois qu'il m'appelle, je suis comme jamais préparée. Dans le sens que je sais qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je vais avoir disponible, mais tu sais, les dates fixes d'une saison à l'autre, ça varie. Fait que ça, c'est difficile à gérer. C'est d'avoir aussi des listes de prix pour eux. Parce que c'est ça, on s'entend là, je veux dire, ils peuvent en acheter n'importe où, des fraises, ils peuvent en acheter partout, des citrouilles. Donc, pourquoi est-ce qu'ils prendraient les nôtres? Donc, moi, je vais avec des prix très, très agressifs. Je me dis, je vais y aller sur le volume. Donc, j'aime mieux vendre la ville de Sherbrooke sans citrouilles vendredi à un prix plus bas que les laisser au champ, les vendre un petit peu plus cher puis risquer d'en perdre à cause des chevreuils. Donc ça, c'est une décision que nous, on a prise, mais que ça fonctionne bien. L'autre chose, c'est d'être disponible autant pour les questions, les informations, ces choses-là, mais la livraison, parce que souvent, le délai est très, très serré comme c'est du frais. Donc, ils vont dire, OK, on va faire telle activité, on va attendre de voir, fais-tu beau, fais-tu pas beau? OK, on a combien d'inscrits? Fait que souvent, ils vont nous appeler le lundi, dire hey, en fin de semaine, j'aimerais ça, mais ils vont me confirmer les quantités le mercredi, jeudi pour être livré le vendredi. Donc, c'est sûr, je dis, ben non, je ne peux pas te livrer. Tu sais, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour nous, au niveau du frais, c'est vraiment comme ça. On est un peu là, en ce moment, on fait du porte-à-porte. Là. On est en train de faire un petit peu de démarchage pour aller dans les centres scolaires. Et encore là, nous, c'est vraiment de proximité. Je connais une cliente qui connaît la cliente, qui connaît l'autre cliente, qui vient au kiosque, qui travaille à telle place. Puis, fait qu'on y va beaucoup comme ça, beaucoup de bouche à oreille. Puis c'est comme ça que pour nous, ça a fonctionné. Fait que j'ai jamais fait d'appel d'offres, j'ai jamais eu de soumission, j'ai jamais eu... c'est vraiment juste de la reconnaissance du client, la disponibilité, d'être ouvert, la rapidité de répondre aux courriels aussi. Donc, souvent, ils vont m'envoyer un courriel. Hey, qu'est-ce que tu as disponible en juillet? Je réponds, c'est quoi les formats? Jonathan mentionnait, oui, nous, on a transformé nos formats un petit peu parce qu'au kiosque, on vendait des fruits congelés.
pour les clients en 1 kg ou en 185 grammes, qui est 1,5 livre. Quand on est rentré au CPE, ben, les recettes, c'est souvent à coût de 2 kg. Donc, quand j'arrivais avec 1 kg, ça allait, on peut en avoir 2, mais là, avec 1,5 livre, c'était comme 2 sacs, c'était trop, c'était pas assez. C'était toujours un peu de gossage comme ça. Donc, on a fait des sacs de 2 kg dans tous nos fruits. Fait que comme ça, ils peuvent me dire, ben, OK, je veux 3 sacs, je veux 4 sacs, je veux 5 sacs, puis comme ça. Puis on a une relation quasi quotidienne, surtout avec les CPE, parce que les CPE, les menus sont faits longtemps d'avance. Ils ne peuvent pas changer le repas principal. Par contre, les collations, oui. Donc, si tu lui dis, ben oui, moi, la première semaine de juillet, je vais avoir des courges, exemple, puis tes courges ne sont pas sorties, ben les parents, ils ont eu le menu du mois. Fait que là, ça qui cause un problème. Fait que moi, j'ai aimé mieux pas m'engager pour les repas puis aller plus avec les collations. Fait que, tu sais, si je dis, ben garde, oui, il va y avoir, je sais pas, là, on va avoir les framboises noires le 15 juillet. Puis le 15 ne sont pas sortis. Je dis, hey, j'ai des framboises rouges. Ah, c'est correct. Tu sais, on switch, puis ça ne cause pas de problème. Mais ça, c'est des contacts que nous, on a avec la cuisinière. Donc, la cuisinière, on se réécrit régulièrement. Elle dit, hey, j'ai vu telle recette, Marie-Lou a fait ça, as-tu tel produit? Non, mais j'ai l'autre. Puis, fait que c'est ça, c'est d'être disponible puis d'être capable de se virer sur un 10 sous. Puis au niveau des jardins, bien là, on fait aussi des barres glacées, là, des popsicles. Ça a été la même chose. Donc, c'est d'être conciliant dans le sens que là, ils voulaient comme avoir plusieurs caisses de popsicles, mais il n'y avait pas de congélateur. Fait qu'on a accepté de leur prêter un congélateur, d'aller leur porter, d'aller leur chercher. On a été là, on a fait un peu de représentation avec eux pour eux. Fait que c'est du temps. Si tu prends le coût du popsicle avec le déplacement, ça, tu dis, ouais, ça vaut tout le temps la peine? Ben, c'est parce que là, j'ai peut-être comme 400 clients qui viennent de goûter à mes popsicles que j'ai eu à payer mon déplacement. Fait que, c'est d'être prêt à faire des compromis puis mettre un peu de temps au début. Là. Je pense que c'est surtout ça qui fonctionne pour nous. Merci, Andréane. Fantastique. Tu t'es un peu excusée au début, mais c'est pour ça que je t'ai contactée parce que c'est complètement différent. Oui. Puis ça correspond beaucoup là, à la réalité de beaucoup là, dans notre région. S'il y a des gens qui ont des questions, là, on a peut-être encore tant qu'à avoir dépassé 5 minutes, on peut dépasser de 10. Merci, M. Vigneux. S'il y en a qui ont des questions, si vous voulez intervenir, levez votre main. Sinon, par courriel, vous êtes toujours les bienvenus à m'écrire. Ah, Jonathan. Ben, en fait, je voulais juste rajouter un point parce que ce qu'Andréane a dit, c'est très pertinent. Là. Moi, j'avais un côté de la médaille, mais la livraison directe dans le frais, tout ça, c'est une toute autre réalité, puis c'est tout aussi valide. Puis ça m'a amené le point aussi. Moi, j'ai une réflexion très cafétéria d'hôpital, en fait, cuisine d'hôpital et de centre de personnes âgées. Mais la réalité, c'est que les besoins alimentaires dans le milieu institutionnel sont très, très variés. Ça peut être des collations dans des machines distributrices, ça peut être la cafétéria des employés. Ça peut être n'importe quoi. Donc, il ne faut pas non plus viser seulement un secteur. Il faut ouvrir ses horizons puis voir vraiment c'est quoi le bon endroit où est-ce que mon produit pourrait fitter. Puis comme le disait Andréane, là, le succès avec les collations, d'avoir cette flexibilité-là, c'est de trouver l'adéquation entre ce que vous êtes capable d'offrir puisque les institutions ont besoin. Puis ça, c'est magnifique. Je pense qu'il faut prendre conscience aussi des saisons, dans le sens que nous, on est de fraises framboises. Fait que si j'appelle aujourd'hui pour proposer mon produit, dire je pourrais t'en livrer dans 6 mois, c'est moins intéressant. C'est comme, fait que, de penser, de dire peut-être je vais t'appeler au mois d'avril, mai pour te dire écoute, dans 3 semaines. Fait que ça aussi, parce qu'un non aujourd'hui, c'est pas un non dans 4 mois. Avec les barres glacées, nous, on le vit. Là. Je veux dire, je veux bien vendre des popsicles aujourd'hui, là, mais c'est comme je perds mon temps. Mais au mois de juillet, là, quand il fait 32 puis que les camps de jour ne savent plus quoi faire des enfants parce qu'il fait tellement chaud, bien là, quand j'arrive, j'ai des barres glacées faites avec des fruits d'ici. Ça vous intéresse-tu? Ils sont un peu plus ouverts à négocier. Et je pense qu'il rejoint un peu tout ça, c'est justement le besoin qui est au cœur de quelque chose. Fait qu'il y a un besoin, c'est capté, il y a une adaptation qui vient rejoindre tout ça, puis là, il se passe quelque chose. Parce que quand j'ai pas besoin de quelque chose, je suis moins à l'écoute, je suis moins autour de ça. Fait que je pense que l'idée, c'est quand on voit une opportunité, là, comme ce qui a été parlé, ou oui, multiples opportunités, bien plus j'en profite, mieux je développe mon portfolio. Exact, merci. Puis, c'est ça, comme on disait, pour connaître les besoins, c'est le SEAO qui sont les appels d'offres. Donc, c'est clairement les besoins de chacune des institutions. Puis sinon, comme Andréane disait,
Mais des fois, c'est d'aller à la garderie d'à côté, à l'école primaire, parler à la cuisinière, la nutritionniste, comme Jonathan disait. Si vous avez des voisins qui ont des enfants, ben, est-ce qu'ils ont des contacts, etc. Donc, c'est soit d'y aller à grosse échelle ou de commencer plus petit. Puis ça, évidemment, c'est des choses avec lesquelles on peut vous aider là, tranquillement. Mais comme Sophie disait, le milieu est très, très à l'écoute en ce moment. Ils sont très prêts. C'est sûr que ça demande aux entreprises d'être ouvertes et de s'adapter. Mais les institutions sont à rappel puis sont à l'écoute. Donc, voilà. Je pense que ça conclut notre webinaire. Merci à toutes et tous d'être venus. J'allais dire vous êtes déplacés, mais non. D'avoir pris votre dîner avec nous. L'enregistrement va être disponible éventuellement sur YouTube. Ça va être dans notre infolette. Ça va être un peu partout, là, donc vous allez le voir passer. Merci à tous. Merci, Laurence. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci, bye bye.